355. Créativité. Podcast de Chanel. Créativité. Creativity. Chanel à l'opéra. Chanel à l'opéra. 355. Bienvenue aux sessions 355 Chanel à l'opéra. Je m'appelle Virginie Mouza, je suis journaliste et écrivain et aujourd'hui je suis votre hôte pour cette nouvelle série de podcasts. Prolongeant les affinités artistiques de sa fondatrice Gabrielle Chanel, qui aimait à s'entourer des artistes de son époque, la Maison Chanel s'associe pour la 2e année consécutive au gala d'ouverture de la saison de danse de l'Opéra national de Paris, célébrant ainsi ses liens vivants et éternels avec la danse. Dans cette série, nous allons réunir quelques-uns des artistes de cette rentrée. Ils sont metteurs en scène, chorégraphes, scénographes, danseurs, sopranos. Ensemble, nous allons parler de l'opéra, de la relation au ballet, de leur parcours, mais aussi, bien sûr, de la créativité. Créativité. Creativity. Laissez-moi vous parler d'abord de mon invité. Il est jeune, il est beau, il a le physique idéal du prince charmant. C'est d'ailleurs souvent les rôles qu'il endosse. Depuis qu'il a intégré le corps de ballet de l'Opéra de Paris, il n'a fallu que 8 ans pour qu'il accède au grade suprême pour les danseurs français. Son style est incroyablement fluide, il ne danse pas, il vole. Il y a presque 3 ans, il a été nommé danseur étoile. Bonjour Germain Louvet. Bonjour Virginie Mouza. Alors, j'ai envie tout de suite de vous demander, quand on est nommé devant le public à la fin d'une représentation, en l'occurrence pour vous le Lac des Cygnes, étoile devant tout le monde, qu'est-ce qui se passe à cet instant précis ? Je pense que la première sensation qu'on a, c'est une sorte de vide, mais un vide très fort, très puissant, qui est lié, je pense, à l'écoute de son nom, qui est projeté sur la scène de l'opéra par, donc en l'occurrence pour moi, par le directeur de l'opéra, Stéphane Lissner. Et en fait, cette mise en réalité que son propre nom met d'un coup sur scène, nous met, nous danseurs, dans cette situation à laquelle on a rêvé, autour de laquelle on a créé une ambition, et on a créé des rêves et du travail. Et je pense que moi, c'est ça qui m'a le plus frappé, étant le prince Siegfried dans le Lac des Cygnes. On a évidemment, lorsqu'on fait des ballets classiques, pas de parole. Notre parole, elle est avec notre corps. Et je pense que là, la parole sur scène qui projette d'un coup tout ce qu'on a mis qu'on a mis en œuvre durant des années de travail, d'éducation, d'apprentissage, d'un coup, elles sont réalisées par ces simples paroles. C'est ça, je pense, la sensation la plus forte. Est-ce qu'à ce moment-là, on a la sensation que c'est le début ou une fin ? Moi, personnellement, j'avais vraiment la sensation que quelque chose commençait. C'est vraiment le début à la fois d'une liberté extraordinaire que permet le fait de danser des rôles qui racontent une histoire, des rôles donc dits de solistes, qui sont des grands rôles, des grands noms, et donc cette liberté de pouvoir être qui on est sur scène devant le public. Être nommé étoile, on a le sentiment désormais, j'imagine pour vous, de faire partie d'une élite. Qu'est-ce que ça vous fait de faire partie de cette élite très rare ? Il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Je pense qu'il faut être assez humble face à ce statut, étant donné que lorsque l'on est sur scène, je pense qu'il n'existe plus d'étiquette, il n'existe plus de formalité, il n'existe que nous, il n'existe que le mouvement, la lumière et l'histoire que l'on incarne. Et donc je pense que en fait, le mieux c'est de ne pas en avoir trop conscience. En parlant de la scène, vous allez cette année aussi faire partie du défilé du corps de ballet, qui est un rituel chaque année pour l'ouverture de la saison à l'Opéra Garnier. Cette année encore, vous y allez être, mais est-ce que vous allez danser cette saison ? Alors, depuis quelques semaines, j'ai ce qu'on appelle un œdème osseux au pied. C'est une petite blessure qui demande un petit peu de soins et d'arrêt. Donc, ce qui ne m'empêche pas de marcher, donc de défiler pour le gala de cette rentrée, mais qui malheureusement m'empêche de participer au spectacle qui le suit. Et donc, j'espère pouvoir reprendre pour le mois de décembre, peut-être sur le parc d'Angelin-près-le-Jocage. Mais quand on est justement un danseur et qu'on est blessé et que tout son art et sa vie et sa carrière reposent sur le corps, est-ce qu'on prend à ce moment-là le sentiment d'une immense fragilité ? C'est sûr, je pense que le sentiment de vulnérabilité, il existe au quotidien.
lorsque l'on tire sur ses limites, que l'on tire à l'extrême ses articulations et son endurance et parfois même son énergie jusqu'à l'épuisement. Et c'est vrai que parfois le jeu en vaut la chandelle et parfois on a besoin d'humblement prendre la réalité de ce que c'est aussi qu'un corps qui se meut et donc qui parfois se blesse. Jusque-là, jusqu'à cette blessure, votre parcours est une sorte de conte de fées. Oui, enfin... On a l'impression que vous êtes une sorte de danseur idéal, que votre parcours est idéal, que depuis l'âge de 4 ans, la vocation est là. Il n'y a eu aucune remise en question ? Il y a eu des remises en question, je dirais presque quotidiennes. Les remises en question, elles font partie de notre vie, elles font partie de notre travail, et c'est ce qui nous permet de produire le meilleur de nous-mêmes, et surtout de produire ce qu'il y a de plus intègre en nous et ce qu'il y a de plus fort. C'est toujours chercher la vérité, et de chercher sa vérité pour pouvoir être le plus sincère lorsque l'on est sur scène et aussi le plus sincère dans son travail. Car lorsque l'on danse, on ne ment pas. Et donc la remise en question, je dirais qu'elle est vraiment un travail de tous les jours. Après, c'est vrai que je suis quelqu'un de plutôt optimiste et j'ai jamais eu de période de grands troubles jusqu'à aujourd'hui. Puisque vous êtes quelqu'un d'optimiste et visiblement parfait, est-ce que vous pensez qu'il vous manque des qualités, même au stade où vous êtes ? Bien sûr, ouais, c'est difficile parce que on est toujours très frustrés, les danseurs, et on est dans une quête de la perfection qui est absolument impossible, mais qui est en fait tout notre amour de cet art. Et moi, j'ai beaucoup de qualités que j'aimerais avoir de supplémentaires, comme plus de puissance dans les sauts par exemple, plus de charisme dans certaines postures. Mais en même temps, ce qui est génial, c'est de savoir qu'on a la vie devant soi pour y travailler et que la danse, même si elle s'arrête peut-être d'un point de vue technique avec l'âge, on pourra toujours la renouveler d'une certaine manière. Quand vous parlez d'une tension vers la perfection, qui est le monde du ballet, comment est-ce que vous conciliez cette perfection et cette vie de discipline avec la vie d'un jeune homme que vous êtes encore? Vous avez 25 ans, 26 ans, une vie normale, parisienne. Je pense que c'est un équilibre subtil à trouver. Évidemment, ça demande une rigueur, une discipline au niveau de son hygiène de vie et au niveau d'une certaine régularité. Je pense aussi qu'il ne faut pas oublier que en tant qu'artiste, c'est ce que l'on va découvrir, c'est ce que l'on va vivre et qui va nourrir aussi qui on est en tant qu'artiste et qu'est-ce qu'on a envie de faire rayonner. Et moi, il me semble primordial de sortir, d'aller à la rencontre des gens, à la rencontre des artistes, de voir des expositions, de voir du théâtre, de la danse, de la musique, etc. On va parler à propos de danse, d'une grande signature du ballet contemporain, William Forsythe, que vous avez dansé. Est-ce que ça vous oblige, pour danser Forsythe, à déconstruire l'enseignement classique ? D'une certaine manière, oui. Il y a, à chaque fois qu'il y a une rencontre avec un nouveau chorégraphe, et même, j'ai envie de dire, avec un nouveau style, même si le chorégraphe n'est pas présent, il y a une déconstruction. Il y a évidemment la déconstruction de plein d'habitudes et de réflexes que l'on prend lorsqu'on aborde le langage classique qui est très codifié. Et en effet, avec William Forsythe particulièrement, car on va chercher vraiment les extrêmes, on va pousser à l'extrême le langage classique. On va autant s'en servir que s'en jouer. Et c'est ça qui est, je pense, le plus passionnant avec ce chorégraphe. Vous parlez d'un style. Dans le ballet français, il y a un style français. Qu'est-ce que c'est que ce style français ? Est-ce qu'on peut l'expliquer ? Oui, je pense qu'en quelques mots, en tout cas ma vision de ce qu'est le style français, ce serait élégance, pureté, la force dans les détails et dans l'exigence de la propreté et de la subtilité. À l'intérieur de ces codes qui sont magnifiques, est-ce qu'il y a pour vous un maître absolu ? Vous voulez dire classique plutôt ou en général ? Oui, dans le monde de la danse. Dans le monde de la danse et particulièrement au Ballet de l'Opéra National de Paris, le maître absolu serait Rodolphe Nureyev qui, même si nous a quittés il y a 26 ans exactement, il est toujours dans les murs, il est toujours parmi nous parce que finalement il a énormément fait évoluer notre style justement. Le style de l'Opéra de Paris et par extension aussi de l'école française. Il l'a beaucoup modernisé, il l'a enrichi, et notamment pour un danseur masculin, parce qu'il a aussi modifié on va dire l'égalité des rôles de danseurs et de danseuses dans les ballets. Et aujourd'hui, c'est je pense la personne qui a le plus inspiré nos maîtres à nous et qui du coup continue à nous inspirer beaucoup. Quand vous parlez d'égalité entre danseurs et danseuses, si on revient sur votre parcours personnel,
Enfant, vous vous engagez dans la danse très très tôt. C'est une passion qui est là, incontestable, depuis très jeune. Comment réagit l'entourage des petits camarades de classe quand vous dites « je vais être danseur, je veux être danseur ». Quelle est la réaction quand on est enfant autour de soi ? Évidemment, il y a quelques sourires et quelques rires qui sont liés au fait que être danseur ou être danseuse, c'est une vie d'artiste et que dans l'inconscient collectif, une vie d'artiste rime souvent avec difficulté pour vivre et pour construire concrètement une vie. Et au-delà de ça, il y a évidemment quelques doutes émis vis-à-vis de la question d'un petit garçon qui fait de la danse et donc qui serait évidemment pas à sa place, car c'est souvent, on dit souvent que la danse est pour les filles, etc., etc. Donc il y a eu quelques moqueries, oui, mais qui sont vite passées avec, je pense, ma ferveur et ma passion, ce qui en fait met les gens tout de suite dans une situation de, pas forcément d'admiration, mais en tout cas de respect. Et qu'est-ce que être un jeune danseur, ou même un très jeune danseur quand vous étiez enfant, dit de la virilité, de cette virilité ? Je pense que, en effet, la danse questionne la virilité telle qu'on la conçoit aujourd'hui en 2019, parce que je pense que dans le ballet classique, dans le ballet romantique de la fin du 19e siècle, la virilité était évidemment bien autrement que ce qu'elle est aujourd'hui. Être un danseur en collant qui interprète des rôles masculins sur scène, même avec un langage gracieux, éthéré, c'était quelque chose de très viril à l'époque du ballet romantique. Je pense qu'aujourd'hui, la vision un peu machiste et un peu, pour moi, désuète de la virilité a beaucoup évolué. Et évidemment, être un danseur de ballet n'en fait pas partie. Et donc, je pense justement que la pratique même, finalement, d'un artiste questionne la position qu'ont les gens dans la société, pas seulement être un homme viril ou être une femme féminine, etc. Je pense que il y a d'infinies nuances qui sont en fait justement exprimées à travers la danse et qui nous permettent notamment avec des chorégraphes contemporains de casser un petit peu cette image-là et voilà, de faire vivre les gens tels qu'ils sont réellement. Est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, dans cette vie un peu anachronique que vous avez, très jeune, danseur étoile, est-ce que la danse, qui est aujourd'hui très à la mode partout, fait du bien à votre profession ? Oui, ça fait énormément de bien. Je pense que si la danse est à la mode, c'est que l'image et que le divertissement, enfin pas le divertissement, mais la promotion de soi-même est à la mode via les réseaux sociaux, etc. Et donc ça fait énormément de bien, en effet, à la danse, car elle peut exister au plus large, c'est-à-dire avec la plus large audience possible, et donc elle donne très envie à beaucoup de gens de danser et de se produire. En parlant de promotion et de réseaux sociaux, est-ce que pour un danseur et le danseur que vous êtes, c'est important d'exploiter cette surface médiatique que représentent les réseaux sociaux ? Est-ce que vous-même vous le faites ? Alors, je pense que les réseaux sociaux sont autant utiles que toxiques. Moi, je le fais à ma propre mesure, c'est-à-dire je le fais avec spontanéité quand j'ai envie de faire partager une image, un instant, un mouvement ou une expérience que j'ai vécue et que je trouve intéressante. Et je pense que malheureusement, elle est primordiale, mais je pense qu'il faut faire attention évidemment, car rien ne remplace, pour ce qui est la danse par exemple, l'expérience du vécu ou l'expérience de le voir pour de vrai. De le voir sur scène. De le voir sur scène, ou même dans la rue, mais en tout cas de le vivre. Vous disiez tout à l'heure que vous avez la vie devant vous, c'est vrai. Mais une vie de danseur, c'est un autre timing qu'une vie de quelqu'un de normal. Ça dure combien de temps, une carrière de danseur ? Il n'y a pas vraiment de règles, je pense que c'est le corps qui définit, la durée, le corps et le mental aussi finalement, qui définit la durée d'une carrière de danseur. Pour ce qui est des danseurs de l'opéra, la retraite prend effet à 42 ans. Je pense qu'en moyenne, les danseurs s'arrêtent de danser autour de 40-45 ans. Il y a évidemment des danseurs qui malheureusement se blessent beaucoup plus tôt et arrêtent vers 30 ans. Mais il y a aussi des danseurs comme Mikhail Baryshnikov qui continuent à danser, qui a entre 65 et 70 ans. Être danseur, c'est avant tout savoir se renouveler sans cesse. Et je pense que le corps n'impose jamais suffisamment de limites pour nous empêcher de nous exprimer. Alors du coup, puisque cette carrière dure jusqu'à 42 ans officiellement,
Est-ce que vous pensez à l'après ? Bien sûr, on y pense tout le temps. En fait, c'est presque, les gens nous disent « Ah oui, c'est court, faut en profiter, etc. » C'est vrai, c'est totalement vrai, d'autant plus dans un écrin comme celui qu'est l'Opéra Garnier, comme celui qu'est le Ballet de l'Opéra de Paris. Mais en même temps, c'est aussi une bénédiction de savoir qu'on a droit à une deuxième vie, qui peut être dans la danse, qui peut être aussi nous permettre d'exploiter autre chose. En parlant d'autres formules artistiques, est-ce que vous vous verriez par exemple acteur ? Pourquoi pas ? Je prends tout en considération. Après, il faut toujours faire attention et nous, on est les premiers à le savoir, les danseurs, entre ce qu'on projette de nous-mêmes, ce qui nous fait fantasmer et la réalité aussi du travail que ça impose. Oui, moi j'aimerais beaucoup être comédien, jouer au théâtre et pourquoi pas être acteur. Pour cela, je ne me fais pas non plus d'idées sur le travail que ça pourrait m'imposer. Vous avez déjà une autre expérience de l'image puisque vous êtes également mannequin. En dehors de France, en dehors de cette compagnie magnifique de l'Opéra Garnier, est-ce que vous envisageriez de rejoindre une compagnie quelque part dans le monde ? Laquelle serait au même niveau selon vous ? Je pense qu'il y a de nombreuses compagnies extrêmement prestigieuses dans le monde qu'on pourrait mettre sur le même plan que l'Opéra de Paris. Après, je pense que c'est impossible de vraiment pouvoir justement comparer les niveaux des compagnies car elles ont chacun leurs particularités, leurs qualités, leurs solistes, leurs ballets. Et je pense que dans ce que j'aime, aucune compagnie ne remplacera l'amour que j'ai pour celle dans laquelle je suis aujourd'hui. Je pense que ce qui pourrait me faire me tourner vers d'autres compagnies, ce serait plutôt l'envie de voyager et l'envie de découvrir une nouvelle ville avec des nouvelles personnes, des nouveaux créateurs, etc. Vous avez une ville de prédilection ? Pourquoi pas New York ou bien San Francisco pour ce qui est des États-Unis. Et après, je pense qu'il y a beaucoup d'endroits en Europe, notamment en Allemagne ou même à Londres, qui font rêver. Est-ce que vous dansez ailleurs que sur scène ? Oui. Je danse beaucoup dans mon salon, dans mon jardin, quand je vais dans ma famille. Je danse un peu tout le temps finalement. Sur quel genre de musique ? Alors, tout. C'est-à-dire, ça peut être autant ce qui passe à la radio que tout d'un coup une inspiration, une musique classique, musique latine. J'écoute beaucoup aussi de variétés des années 60, 70, 80, italienne, espagnole, française, etc. Quel est le héros actuel ou disparu que vous aimeriez rencontrer ? Je pense évidemment, sans être très original, que j'aurais énormément aimé rencontrer Rodolphe Nureyev, car il est tellement présent dans la parole, la transmission et dans les murs autour de nous que ce serait évidemment extrêmement riche de pouvoir rencontrer quelqu'un comme ça. Si vous l'aviez rencontré, ce mythique Rodolphe Nureyev, vous lui auriez dit quoi ? Je pense que j'aurais plutôt rien dit et je pense que je l'aurais plutôt observé. Quelle grande œuvre vous reste-t-il à réaliser selon vous ? Moi, mon rêve ultime, et il est difficilement réalisable, mais pas impossible, ce serait de travailler des pièces de Pina Bausch. L'état présent de votre esprit, maintenant ? Je suis très curieux et je suis très excité à l'idée de faire encore plein de choses. Merci beaucoup, Germain Louvet. Merci, Virginie. Au revoir. Merci. Creativity.